Bien, bonjour. Les 2 dernières semaines, nous avons surtout parlé des contrôles d'accès qui constituent le modèle principal pour la sécurité dans un grand nombre de systèmes. Aujourd'hui, je voudrais décrire un autre modèle qui, plutôt que contrôler les accès, tente de contrôler les flots d'informations. Pourtant, nous commencerons par les contrôles d'accès obligatoires. Il s'agit essentiellement d'un type de contrôle d'accès qui est assez lié au contrôle des flux d'information historiquement et avec un certain nombre d'éléments communs avec le contrôle des flux d'information, notamment l'utilisation de niveaux de sécurité. Pourtant, les contrôles des flux d'information ne sont pas nécessairement obligatoires dans le même sens. De plus, ils requièrent des définitions et des techniques bien spécifiques que nous verrons plus tard dans le cours d'aujourd'hui. Donc, je veux d'abord distinguer des contrôles d'accès optionnels, ou que l'on peut dire à discrétion, discretionary access control, et des contrôles d'accès obligatoires, mandatory access control. Les contrôles d'accès à discrétion sont ceux que vous connaissez probablement le mieux. Là, chaque usager peut décider de sa politique de sécurité. Par exemple, le propriétaire d'un fichier peut décider de le partager avec n'importe qui. Intrinsèquement, ces contrôles d'accès à discrétion sont assez limités dans ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas garantir des propriétés de sécurité globale pour un système quand chaque acteur du système est indépendant. Nous avons vu notamment la semaine passée que les contrôles d'accès pour les programmes peuvent être difficiles, surtout quand il s'agit de plusieurs programmes qui interagissent. Dans le cas des contrôles d'accès à discrétion, une des difficultés importantes est que chaque composante d'un système a une vision purement locale de ce qui se passe et pourquoi. L'usager qui lance un programme ne comprend peut-être pas que ceci va conduire à certaines requêtes en aval, et chaque application et chaque service logiciel ne connaît peut-être que partiellement le contexte, les causes et les conséquences des requêtes qu'il doit traiter. Dans les contrôles d'accès obligatoires, mandatory access control, on tente d'établir des propriétés globales des systèmes, de fournir des garanties de sécurité pour le système indépendamment des actions de chaque acteur. L'idée de base est de donner des étiquettes, des attributs de sécurité aux principaux et aux objets. Par exemple, on peut distinguer des objets de travail ou des objets d'amusement ou des principaux qui seraient de confiance ou des visiteurs. On peut ensuite contraindre les accès avec des contraintes qui s'ajoutent à celles imposées par chaque usager à discrétion. Par exemple, on peut décider que les principaux qui sont étiquetés comme visiteurs n'ont pas le droit de modifier des objets de travail. Cette idée de MAC est dans des systèmes informatiques depuis les années 60 et 70, mais elle est toujours utilisée, malgré un certain nombre de difficultés que j'évoquerai plus tard et quelques déceptions. Elle apparaît dans des systèmes très récents. Par exemple, dans Windows, à partir de Vista, il y a un mécanisme qui s'appelle Windows Mandatory Integrity Controls qui tente de garantir des propriétés d'intégrité avec des contrôles d'accès obligatoires. On y distingue 4 niveaux d'intégrité, System Integrity, High Integrity, Medium Integrity et Low Integrity. Essentiellement, System Integrity, c'est pour tourner les activités auxquelles on fait pleine confiance, typiquement des services du système Windows même. High Integrity correspond à des processus administratifs. Medium Integrity est le cas le plus fréquent pour les activités normales des usagers. Enfin, Low Integrity sert à faire des activités dangereuses, par exemple à afficher des documents venus d'Internet. Nous trouvons aussi des contrôles d'accès obligatoires dans des variantes récentes de Linux, comme SE Linux. Ils sont un peu plus riches et compliqués dans ce cadre-là. Ils tentent de garantir non seulement des propriétés d'intégrité, mais aussi de confidentialité. Et ils s'appuient sur des notions supplémentaires, comme des notions de type et de rôle.
Les contrôles d'accès dans Windows, vous avez peut-être vu, ils se manifestent notamment dans le Protected View pour les documents de Office. Dans Office 2010, quand un fichier semble venir d'un site dangereux, il est ouvert dans un mode spécial qui s'appelle Protected View. Ceci ressemble à un mode de lecture du fichier, Read Only. Vous voyez, il faut appuyer sur une touche pour pouvoir modifier le fichier. Pourtant, le fichier est ouvert d'une façon un peu compliquée en lançant plusieurs processus. Et grosso modo, un des processus tourne dans un sandbox d'Office 2000. Et ce processus-là est lancé avec low integrity, donc avec des contrôles d'accès obligatoires pour l'intégrité. Comme dans ces exemples, les contrôles d'accès obligatoires sont souvent accompagnés d'une notion de niveau de sécurité. Ces niveaux de sécurité peuvent décrire des propriétés d'intégrité et de secret. Ils sont parfois organisés comme un ordre linéaire, comme dans le cas de Windows, mais parfois dans des structures plus riches, des ordres partiels ou même des treillis. Dans ce cas, ils expriment parfois une structure de compartiment, comme nous le verrons dans quelques exemples dans un moment. Donc nous avons l'ordre partiel de Windows que je viens de décrire. Bien sûr, cet ordre peut aussi être renversé. Et comme nous le verrons, souvent pour l'intégrité, il est utile de renverser les ordres, de mettre la plus forte intégrité en bas de l'ordre partiel. Dans un exemple un peu plus militaire, on peut distinguer des données unclassified, qui sont complètement publiques, des données secrètes et des données top secret, et aussi avoir des compartiments qui correspondent à diverses activités chez les militaires. Par exemple, ici, tout simplement, je distingue l'armée et la marine. Tout au sommet, nous avons un niveau où il y a les secrets les plus sensibles qui peuvent parler aussi bien de l'armée que de la marine. Les secrets de l'armée et de la marine sont incomparables dans l'ordre partiel. Le même ordre partiel peut aussi s'utiliser pour protéger des données privées. Dans la protection de données privées, on distingue parfois trois niveaux de données, les données publiques, les données personnelles et les données personnelles sensibles. Typiquement, on classe parmi les données personnelles sensibles le numéro de carte de crédit, ou aux États-Unis, le Social Security Number. Et on peut, de plus, avoir des compartiments qui correspondent aux différents usagers du système, ici tout simplement Alice et Bob. Dans ces systèmes d'accès contraints par des contrôles obligatoires, il est très fréquent de rencontrer deux conditions qui s'appellent les conditions de Bell et Lapadula, qui étaient leurs inventeurs. La première condition n'est pas du tout surprenante. Elle dit que chaque principal dans un niveau de sécurité donné ne peut pas lire les objets qui sont dans des niveaux plus hauts. Donc, par exemple, un principal qui tourne dans le niveau unclassified n'a pas le droit de lire des documents top secret, ce qui semble tout à fait raisonnable. La deuxième condition est plus surprenante. Elle dit qu'un principal à un niveau donné ne peut pas écrire vers des objets de niveau plus bas. Donc un principal top secret ne peut pas écrire des objets unclassified. La motivation pour cette deuxième condition est de protéger contre les chevaux de Troie. Un cheval de Troie en informatique, essentiellement, est un programme mauvais ou un autre principal qui travaillerait à un niveau de sécurité haut et tenterait de faire fuir des informations vers des niveaux de sécurité bas, où des alliés peuvent ensuite les faire diffuser plus largement. Les chevaux de Troie sont une préoccupation très ancienne, pourtant ils restent d'actualité. D'après une étude de Bitdefender, entre janvier et juin 2009, les attaques avec les chevaux de Troie étaient en croissance et le chevaux de Troie constituait à peu près 80% du malware, du logiciel d'attaque sur Internet. Même si la définition de cheval de Troie de Bitdefender et celle de Lapadula ne sont pas nécessairement exactement les mêmes,
ceci donne quand même une idée de l'immensité et de l'actualité de ce problème. Nous verrons aussi que cette idée des contrôles d'accès obligatoires rencontre un certain nombre de difficultés. Certaines de ces difficultés restent dans les modèles à base de contrôle des flux d'information, d'autres sont au moins partiellement contournées ou peut-être confrontées sur un meilleur terrain. La première difficulté que je vais décrire est celle que l'on appelle souvent en anglais level creep. C'est tout simplement que dans le temps, les niveaux de sécurité ne restent pas statiques, mais ils ont tendance à monter. Et quand un principal ou un objet arrive tout au sommet de la hiérarchie des niveaux de sécurité, il a beaucoup de pouvoir, sauf que, à cause de la condition de no write down, par exemple, il ne peut plus partager des données avec le commun des mortels. Et tout son travail est très restreint. Ceci n'est pas nécessairement une mauvaise chose que le niveau monte. Si les niveaux étaient fixés d'avance et que chacun devait toujours utiliser son niveau le plus haut, ceci contradierait le principe de plus petit privilège que nous avons vu il y a 2 semaines et serait aussi dangereux. Mais quand même, ça pose des problèmes. Supposons par exemple que P est un programme qui peut tourner à n'importe quel niveau. Par exemple, P pourrait être un service de correction orthographique avec, entre autres choses, une liste des mots inconnus ajoutés par chaque usager pendant les usages de P. Au départ, P pourrait commencer à tourner au niveau public pour travailler sur un fichier public qui s'appelle blog.html. Supposons aussi que Alice tient un journal intime qui se trouve au niveau sensitive Alice. P commence donc en bas, mais ensuite Alice a besoin de corriger l'orthographe de son journal intime et P monte au niveau sensitive Alice. Après, P ne peut plus écrire au niveau blog HTML à cause de la condition de Bell et Lapadula de no write down, à moins que le niveau de blog HTML soit remonté ou que, d'une façon ou d'une autre, on crée une nouvelle copie du service de correction orthographe. Le danger est que P pourrait être un programme méchant qui, en se servant de sa liste de mots corrigés, pourrait faire fuir des informations du journal d'Alice vers son blog. Dans de tels cas, il est parfois utile de pouvoir changer le niveau de sécurité, même en contradiction avec la politique de sécurité. C'est ce que fait la déclassification, qui permet par exemple de prendre un document top secret et le déclassifier, le publier. Parfois, c'est fait avec un grand soin, où on se débrouille pour vérifier que le document ne dit en fait rien de très dangereux. Parfois, c'est une nécessité. L'exemple classique est celui d'un programme qui vérifie les mots de passe des usagers qui veulent s'authentifier à un système. Ce programme qui vérifie les mots de passe, bien sûr, doit accéder à des données très sensibles, toutes les structures internes des bases de données de mots de passe chiffrés ou non, et doit répondre oui ou non à un usager auquel, a priori, on ne fait pas confiance. C'est donc une réponse qui est tout à fait publique. Ce processus-là requiert une forme de déclassification. Sans elle, l'authentification ne marche pas. Ce processus de déclassification est parfois difficile. Même si on fait très attention à ne pas classifier des documents qui peuvent contenir des données sensibles, il y a parfois des messages cachés dans les documents. C'est un problème qu'étudie la discipline appelée stéganographie, qui est plein d'astuces que je ne vais pas décrire en grand détail. Je vous donne juste un exemple, puisqu'on parle souvent d'Alice et de Bob dans ce cours, d'un petit poème de Lewis Carroll qui cache comme acrostiche le prénom d'Alice. Il y a parfois aussi des images cachées dans d'autres images. Une image de haute résolution peut, dans ses bits inférieurs, sans que ceci ne soit vu, cacher une autre image dans elle.
Une autre difficulté encore plus subtile est que parfois, le fait même de déclassifier un document révèle quelque chose sur les processus internes qu'on est en train de suivre. Il y a une petite fuite d'informations juste du fait de déclassifier. Il en découle que la déclassification est souvent un processus très spécial qui ne rentre pas dans les normes des systèmes et qui est souvent fait à la main. Ce n'est pas un processus qui est complètement automatique dans un grand nombre de systèmes et c'est un processus dangereux, que ce soit avec les contrôles d'accès obligatoires ou avec des flux d'informations. Il est d'autant plus délicat que parfois, il n'est pas très clair quelle est la politique de déclassification à suivre. Supposons par exemple que nous avons un service de consultation médicale sur le web. Ce service de consultation médicale peut avoir des bases de données propres qu'il ne veut pas nécessairement partager avec ses concurrents, peut aussi utiliser des sous-traitants. Il gère des données de Alice et de Bob, données privées qu'il ne veut pas partager avec d'autres personnes. Si jamais on voulait déclassifier quoi que ce soit de ce système, même pour des études médicales sur des statistiques, il n'est pas a priori très clair à qui on devrait demander des permissions. En principe, il faudrait consulter aussi bien S que Alice et Bob et tous les autres usagers, aussi bien que les sous-traitants, ce qui devient très lourd. Une dernière difficulté qui est très sérieuse est celle des canaux cachés, des cover channels. Nous avons déjà vu un exemple d'un cover channel la semaine dernière quand je parlais d'Android, ce n'était pas tout à fait par hasard. Dans cet exemple-là, deux morceaux de code, deux applications différentes qui travaillaient ensemble, faisait fuir des secrets d'un téléphone Android. Une des applications pouvait écouter les communications téléphoniques de l'usager, l'autre avait le droit de communiquer sur le réseau, et entre elles se transmettaient des numéros de carte de crédit de l'usager en utilisant les paramètres de vibration du téléphone Android. Ces paramètres de vibration sont un canal caché. Plus généralement, un canal caché est un canal de communication qui n'a pas été conçu comme canal de communication et dont le modèle de sécurité typiquement ne tient pas compte. Il n'y a pas de contrôle d'accès spécifique aux paramètres de vibration du téléphone. Dans l'article où il a introduit les cover channels, Lampson en décrit d'autres bien plus ingénieux, par exemple les communications en utilisant les consommations de ressources de l'ordinateur en termes de cache ou de temps de calcul ou espace mémoire. Cet article est assez ancien. Depuis, on a beaucoup travaillé sur les canaux cachés. On a réussi à comprendre comment limiter leur débit. On a réussi à les caractériser un peu mieux. Ceci dit, ils restent présents. On n'a pas réussi à les éliminer. Ce sont souvent des canaux avec beaucoup de bruit, où on ne peut faire passer fiablement que quelques bits par seconde, mais parfois, comme dans le cas d'Android, cela est suffisant. La difficulté de base dans ces exemples avec des canaux cachés est que le modèle de sécurité ne tient pas compte de tous les objets qui peuvent servir pour communiquer. Un modèle de sécurité à base de contrôle d'accès, typiquement commence en définissant un certain nombre de principaux d'objets et de requêtes, et ensuite la sécurité est garantie en termes de ces principaux objets et requêtes. Et tout autre objet qu'on n'a pas considéré est en dehors de la portée de ce modèle. Il y a eu un exemple très amusant il y a un certain nombre d'années. John Walker est un espion célèbre qui a tiré un grand nombre de secrets de la marine américaine. Il a attaqué le système de communication de la marine américaine entre 1967 et 1985. On a pris un très long temps pour détecter son attaque. Un rapport a été publié il n'y a pas très longtemps, je pense en 2005, qui décrivait ses activités. Et d'ailleurs, c'est un rapport très amusant à lire si vous en avez le temps. Le rapport explique entre autres choses que le système de audit du Fleet Broadcasting System, le système de diffusion de données dans la marine américaine, était formulé
en termes de keycards, des cartes pour gérer les clés cryptographiques. C'était les objets du système de sécurité. Or, cet espion John Walker était dans une salle où il pouvait tout tranquillement faire des photocopies ou prendre des photos de keycards, ce qui n'était pas du tout prévu par le modèle de sécurité. Et ce rapport donc en tire la conclusion que c'est la formulation même du système de sécurité en termes d'objets qui doit être en cause. Si le système de sécurité était formulé en termes de flot d'informations plutôt que d'objets, ils disent ce type de problème aurait été détecté bien plus tôt. Donc, on voudrait avoir des systèmes où on garantit la sécurité à base de flux d'informations et pouvoir dire, par exemple, qu'une sortie d'un système qui doit être publique ne dépend pas de certaines entrées qui pourraient être secrètes, ou qu'une donnée qui devrait avoir une haute intégrité ne dépend pas de données auxquelles on ne fait pas confiance. Une façon de dire ça est que certaines entrées, par exemple le SED, n'interfèrent pas avec d'autres données U. Dans ce type d'assertion, on est en train de parler des entrées et des sorties de système sans nécessairement contraindre comment marche le système à l'intérieur. Bien sûr, à l'intérieur, la mise en œuvre des contrôles de flux d'information peut s'appuyer sur des contrôles d'accès. Par exemple, il se pourrait que certaines de ces entrées soient gardées dans des fichiers dans le système et à l'intérieur du système, on ait des contrôles d'accès sur ces fichiers. Mais la mise en œuvre de ces contrôles de flux d'information peut aussi s'appuyer sur d'autres techniques et considérer non seulement les accès à des objets comme des fichiers, mais aussi les effets de chaque instruction des programmes qui tournent dans le système en utilisant des notions venues des langages de programmation. Un peu plus précisément, si on considère un système avec des entrées X1 à Xm et des sorties Y1 à Yn, supposons pour simplifier que chaque sortie est une fonction des entrées, Yj étant le résultat appliqué Fj aux entrées. Il y a un certain nombre d'extensions de cette notion qui s'appliquent à des calculs infinis, des calculs probabilistes non déterministes, mais je ne vais pas approfondir dans cette direction-là. On dit alors que Yj ne dépend pas de Xi, tout simplement si, pour toute valeur des entrées, Fj donne le même résultat que l'on passe le paramètre Vi pour Xi ou Vi', pour toute valeur Vi et Vi'. Ceci peut exprimer des propriétés de secret, puisque ceci dit que la valeur de Yj ne révèle rien sur la valeur de l'entrée Xi. Ceci peut aussi exprimer des propriétés d'intégrité, puisque ça dit que la valeur de Yj n'est pas affectée par des corruptions dans la valeur de Xi. Ensuite, choisissons un ordre partiel avec des niveaux comme public ou top secret et donnons un niveau à chacun des entrées, X1 et Xm, et à chaque sortie. Nous disons que le système a la propriété de non-interférence si chaque sortie peut dépendre des entrées qui ont le même niveau ou des niveaux plus bas, mais ne dépend pas d'entrées à d'autres niveaux. Donc, par exemple, des sorties au niveau public ne peuvent pas dépendre d'entrées au niveau top secret, au niveau sensitive user information, selon les exemples. Supposons, par exemple, qu'on a un ordre partiel tout simple avec juste 2 points, public et secret. On a des entrées X1 et X2, des sorties Y1 et Y2, X1, Y1 de niveau public, X2, Y2 de niveau secret. Si la valeur de X1 est donnée à Y1 indépendamment de ce qui se passe pour Y2, il n'y a pas de problème, évidemment,
aucun secret n'est révélé. Si par contre on donne la valeur de x2 à y1, bien sûr, il y a un flot d'informations dangereux. C'est ce qu'on appelle dans ce domaine un flot d'informations explicite, parce qu'il y a une affectation directe d'une valeur secrète à une valeur publique, ou plus généralement d'une valeur d'un certain niveau de sécurité vers une valeur qui n'est pas dans un niveau de sécurité égal ou plus bas. Un exemple un petit peu plus compliqué est le suivant. Si x2 est impair, alors on donne la valeur 1 à y1, sinon on lui donne la valeur 0. Évidemment, il y a aussi un flot d'informations, puisque la valeur de la variable publique y1 dépend de l'entrée secrète x2, mais on dit que c'est un flot d'informations indirect, ou plutôt implicite. Pourtant, les conditionnels ne sont pas toujours néfastes. On peut avoir, par exemple, que si x2 est impair, alors y1 est égal à 1, sinon y1 est égal à 1. Et dans ce cas-là, évidemment, il n'y a aucun problème. Ces exemples parlaient plutôt de secret, mais bien sûr, les mêmes définitions et les mêmes exemples peuvent se donner pour l'intégrité. Dans ce cas-là, comme je l'ai suggéré il y a quelques minutes, il est souhaitable de renverser l'ordre partiel, de mettre low-IL, par exemple, au sommet et système IL en bas, parce que la condition d'interférence dit que les entrées d'un niveau donné, par exemple système IL, peuvent dépendre d'autres entrées du même niveau ou de niveau plus bas, mais pas de niveau plus haut. Donc, dans ce cas-ci, nous aurons bien que des données de haute intégrité ne vont pas dépendre des données d'intégrité plus basse, même si celles-ci se trouvent en haut dans le diagramme. Ce type de renversement, malheureusement, est un peu inévitable dans les modèles d'intégrité. C'est typique dans le modèle de BIBA, qui est le modèle principal d'intégrité à base de flux d'information. Donc voilà pour les éléments de base et contrôle d'information. Dans le reste du cours d'aujourd'hui, je parlerai surtout de comment les contrôler, mais avant ça, je veux passer quelques minutes dans une application ou d'une possibilité d'application qui est d'actualité et qui est, à mon avis, intéressante. C'est l'application des contrôles d'information pour gérer des données personnelles. C'est une idée qui est vraiment dans l'air du temps. Justement, à la conférence OSDI, Operating System Design Implementation de 2010, il y avait un article très intéressant sur un système qui s'appelle Taintroid, qui vise à détecter l'utilisation et la diffusion de données privées sur les téléphones Android et qui trouve tout un tas d'exemples très amusants et un peu alarmants. Dans ces cas-là, bien sûr, la diffusion de données personnelles n'est pas souhaitée. Et donc, des conditions sur les flux d'information assez restrictives, avec des conditions comme non-interférence ou des variantes qui ne restreignent pas les flux d'information implicites, seraient souhaitables. Une autre application qui serait intéressante est d'utiliser ces notions de flux d'information pour analyser des données privées. Par exemple, on pourrait vouloir calculer le nombre de malades dans une ville sans pourtant révéler d'informations privées d'individus. Par exemple, le fait que Alice est malade. Ce type d'exemple est aussi utile, mais dans ces cas-là, on s'attend à avoir un certain flot d'informations. Le fait que Alice est malade aura un effet, même un tout petit effet, sur la statistique du nombre de malades dans la ville. Au moins, on l'espérait. Et dans ce cas-là, il faut soit abandonner la notion d'interférence et les notions de flux d'information carrément, soit trouver des variantes un peu plus souples et qui permettent de faire des calculs utiles sur des bases de données avec des données privées. Une première possibilité est de tout simplement demander le consentement des usagers ou de faire les analyses sans leur consentement malgré les dangers et ensuite gérer les plaintes. En pratique, c'est ce qui arrive assez souvent. Une autre possibilité est d'anonymiser les données, par exemple en remplaçant le prénom Alice par un identifiant comme user 4417749. Ça arrive assez souvent aussi en pratique,
mais ça ne marche que moyennement. Il y a eu un certain nombre d'exemples très bien connus où on a réussi à déanonymiser des données, où malgré un identifiant comme user411, etc., on réussit à retrouver l'identité de quelqu'un à cause de données auxiliaires. Une autre possibilité est de restreindre les requêtes. Par exemple, on pourrait permettre de demander le nombre de malades, mais non le nombre de malades qui se teignent les cheveux en bleu et conduisent des Ferrari, parce que quelqu'un pourrait savoir que seule Alice se teint les cheveux en bleu et conduit une Ferrari et voudrait découvrir si Alice est malade. Encore une autre possibilité est d'ajouter du bruit aux entrées et aux sorties. Du bruit, je veux dire des quantités aléatoires qui changent légèrement les valeurs des entrées ou des sorties. Par exemple, on ne donnerait pas le nombre exact de malades, en sorte que la réponse soit compatible avec une situation, un monde possible où Alice est malade, et un autre monde possible où Alice n'est pas malade. Ces techniques à base de bruit sont souvent un peu ad hoc et parfois ne marchent pas bien, mais d'autres fois, elles ont des méthodes et des résultats qui semblent assez satisfaisants et bien fondés. Par exemple, dans le travail sur differential privacy, que je dirais privacité différentielle, parce que je manque de termes équivalents, on dit qu'un algorithme K, par exemple l'algorithme pour compter le nombre des malades, algorithme probabiliste, puisqu'il peut ajouter du bruit de façon aléatoire, satisfait la propriété de privacité différentielle avec paramètre epsilon si, pour toute base de données DB et DB' qui diffèrent tout au plus dans une entrée, par exemple l'entrée d'Alice, la probabilité que K donne une valeur V sur DB est assez proche de la probabilité que K donne, donne V sur DB'. Elles sont égales, sauf à un facteur multiplicatif près, E à la puissance epsilon. Si on voulait l'interférence exacte, on exigerait une égalité ici. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que compter les malades, par exemple, sur une base de données ou sur une autre, donne le même résultat, indépendamment de la maladie d'Alice, par exemple, ou presque le même résultat. Il s'avère que cette définition peut être satisfaite si on ajoute du bruit de façon aléatoire, pourvu qu'on le fasse avec assez de soin, pas n'importe comment. Supposons par exemple que la courbe bleue correspond aux réponses que nous pouvons donner avec la base de données DB. La courbe orange correspond aux réponses que nous donnerons avec la base de données DB'. Donc, avec la courbe bleue, supposons que le nombre de malades est 107, orange, c'est 108. Dans les deux cas, on pourrait donner la réponse 110, par exemple. Quelqu'un qui verrait cette réponse ne saurait pas si la base de données est vraiment DB et on a ajouté 3 unités de bruit, ou vraiment DB' et on a ajouté 2 unités de bruit. Donc, les deux mondes possibles sont concevables. Pour que ceci marche, il faut que ces courbes-ci soient relativement plates, elles ne soient pas très pointues. Plus techniquement, il utilise des distributions de Laplace où la probabilité ne diminue pas trop vite pour qu'il y ait assez de confusion entre les deux courbes. Donc, j'avoue que cette notion de privacité différentielle n'est pas tout à fait intégrée dans le traitement standard des contrôles des flux d'information et pour l'instant ne tient pas très bien dans le cadre de l'interférence. Je crois pourtant qu'il serait très intéressant d'intégrer ces notions de protection de données privées dans les contrôles de flux d'information et des définitions un peu souples et astucieuses comme celles que je viens de décrire seront sans doute nécessaires. Très bien. Donc, je passe maintenant à décrire des mécanismes statiques ou dynamiques pour contrôler les flux d'information et aussi certaines de leurs applications. Dans le séminaire d'aujourd'hui, Andrew Myers ira bien plus loin sur ces thèmes.
Andrew, qui ne parle pas un mot de français, je pense, vient de comprendre que j'ai dit son nom. Voilà. Donc, une première idée est de contrôler les flows dynamiquement, ce qui veut dire tout simplement de les contrôler pendant l'exécution des programmes. C'est une très vieille idée qui remonte aux années 70, au travail de Fenton tout au moins, mais qui est toujours utilisée. Par exemple, dans des systèmes comme Perl, on l'utilise pour propager les taints, qui sont des indicateurs de compromis possibles de l'intégrité des valeurs, et qui sert dans Perl à gérer des valeurs venues de sources auxquelles on ne fait pas confiance, comme Internet. Ce sont des techniques souvent un peu coûteuses, qui peuvent être imprécises, comme dans le cas de Perl, qui ne gère pas les flows implicites, mais qui sont quand même très utiles. Ceci reste un domaine de recherche actif. À présent, on est en train de réfléchir à comment appliquer ces notions de flow d'information dans les browsers pour les programmes JavaScript, dans des systèmes d'exploitation, dans des systèmes de recherche comme Asbestos ou HiStar, ou encore pour des techniques de réexécution sélective pour ce qu'on appelle undo computing. Ce n'est pas une technique standard à base de flow d'information, mais quand même qui utilise l'analyse des dépendances, ce qui est tout à fait typique du contrôle des flows d'information, pour améliorer la sécurité des systèmes. Je vous décrirai ça brièvement. L'idée de base, c'est que les trous de sécurité sont peut-être inévitables, tout au moins de temps à autre, et il est donc important d'avoir des techniques pour s'en remettre. Une technique de base est de sauvegarder des copies de tous les objets d'un système périodiquement. Comme ça, si on découvre qu'on a installé un virus par erreur, on peut revenir à une copie antérieure à l'installation et rétablir la sécurité du système. Cette approche est bien sûr très coûteuse parce qu'on doit refaire tout le travail légitime qui a été perdu en revenant en arrière. Par exemple, tout le travail sur les documents des usagers qui n'ont rien à voir avec cette installation de virus. Le but de la réexécution sélective que je vous décris est de permettre de revenir en arrière dans le temps, au moment juste avant une action que l'on considère douteuse après coup, d'éviter cette action, et aussi de nettoyer tous les effets de cette action, tous les événements qui dépendent de cette action, où il y a un flot d'informations de l'action vers ces événements, mais de réexécuter les autres événements depuis au moindre coût et aussi automatiquement que possible. Supposons par exemple qu'un attaquant modifie le fichier de mot de passe et qu'à peu près en même temps, un administrateur du système veut ajouter un compte pour Alice en tournant le programme adduser. Ce programme adduser va lire le fichier de mot de passe. Il y a donc une dépendance représentée par une petite flèche ici, puis réécrire le mot de passe et terminer. Si plus tard on s'aperçoit que cette écriture par l'attaquant doit être bloquée, en principe, on doit défaire tout ceci, tout ce travail, et le refaire. Mais la réexécution peut être sélective. Par exemple, le résultat de exit pourrait être indépendant de l'attaque, et les actions sur l'échelle de l'administrateur n'ont pas besoin d'être faites à nouveau. Ceci marche particulièrement bien parce que les effets des attaques sont souvent assez limités en pratique. Une attaque qui cherche à envoyer du spam à partir de la machine d'un usager n'a pas nécessairement besoin de modifier les documents de l'usager. En fait, elle n'a pas intérêt à les modifier pour ne pas être détectée. Si on élimine l'action qui a installé le logiciel de l'attaque qui voudrait envoyer du spam, en principe, on devrait aussi nettoyer les fichiers que ce logiciel aurait modifiés, bien sûr. Mais ceci ne devrait pas avoir un effet sur le contenu des documents PowerPoint ou doc de l'usager qui, en principe, ne seront pas contaminés par l'attaque, et donc l'usager n'aura pas à se donner le mal de les réécrire. Donc, je vous encourage éventuellement à aller voir cet article qui était aussi paru l'année dernière au SDI. Donc, voyons quelques exemples de contrôle dynamique.
Une première technique, la technique traditionnelle, tout à fait classique, est de propager les niveaux de sécurité pendant l'exécution. Donc, par exemple, si on a une valeur d'un niveau donné secret et on fait une affectation pour la mettre dans une variable, on retient que la variable a ce même niveau secret. Donc, par exemple, si je mets une valeur publique dans une sortie publique, il y a un flot d'information qui est permis. Si par contre on fait une affectation y1 devient x2 et que x2 est secret, on détecte un flot d'information qui serait bloqué. On peut aussi, bien sûr, détecter des flots d'information un petit peu plus intéressants avec des valeurs auxiliaires. Par exemple, ici, je fais temp égale x1. Le fait que x1 est public implique que temp est aussi public. Quand je fais y1 devient temp, je sais que temp est public, donc il n'y a pas de danger. Alors que si je fais temp égale x2, le fait que x2 est secret va en quelque sorte contaminer la valeur temp, et cela nous dira que quand on fait y1 égale temp, on doit bloquer l'affectation. Avec les conditionnels, et bien sûr avec d'autres constructions, ça peut être un peu plus délicat pourtant. Ici, le fait que je fais y1 devient 1 dépend d'un test sur la valeur x2, qui est une valeur secrète. Il y a donc un flot d'information de x2 vers y1, même s'il n'y a pas d'affectation directe. Dans des systèmes de contrôle de flot d'information dynamique, on peut décider de détecter ces flots d'information par les tests dans les conditionnels et de bloquer des exemples comme celui-ci. Mais si on décide de bloquer cet exemple-là, on pourrait peut-être aussi bloquer cet exemple-ci, où en fait il n'y a pas de danger puisqu'il y a le même programme dans les deux branches, mais cela ne se voit pas dynamiquement. Quand on tourne ce conditionnel, on va vérifier cette condition, puis tourner cette affectation, mais en principe, dans un système d'exécution normal, on ne tourne pas la branche, on n'examine même pas la branche qui n'est pas choisie. Et donc on pourrait bloquer ce conditionnel alors que cela serait trop restrictif. Pour finir sur cette technique, je vous montre un exemple un peu plus compliqué, je vous laisse le lire. Donc, comme vous le voyez sans doute, si l'entrée x2 est égale à 1 au départ, alors à la fin de l'exécution, nous aurons que y1 est égal à 0. Alors que si x2 n'est pas égal à 1, nous aurons que y1 est égal à 1. Donc évidemment, il y a un flot d'information. Mais comment le détecter? Dans le cas où x2 est égal à 1, si on propage les niveaux de sécurité dynamiquement, on va comprendre que temp doit être de niveau secret, puisqu'on a gardé une valeur secrète dans y2 et qu'une affectation sur temp est contrôlée par un test sur y2. Mais on ne voit pas le fait que la valeur de temp a un effet sur une variable publique, puisque y1 égale 0 n'est jamais exécuté. Alors que si x2 est égal à 0, la propagation dynamique des niveaux de sécurité va nous révéler que la valeur de temp doit être publique, puisque cette valeur a un effet sur l'affectation sur y1. Mais ni dans un cas ni dans l'autre, on ne voit le conflit qui est présent dans cet exemple, le fait que temp est à la fois secret et public, et le fait qu'il y a un flot d'information. Donc, dans chaque cas, du code qui n'est pas tourné est absolument essentiel pour le flot d'information. Et pour que l'analyse dynamique des flux d'information avec cette technique de propagation soit correcte, il faut soit décider de ne pas être tout à fait exact et d'être un peu trop restrictif, soit ne pas être complètement dynamique et faire un tout petit peu d'analyse de code pour s'apercevoir, par exemple, que même si ces affectations ne sont pas exécutées, elles peuvent être dangereuses. Il y a pourtant une deuxième famille de techniques dynamiques
qui n'ont pas ce problème. Ce sont des techniques qui sont un petit peu moins mûres et qui se fondent sur l'exécution multiple de fonctions. Là, on fait tourner le code avec plusieurs valeurs possibles pour les entrées de haut niveau. Ensuite, on compare les résultats de bas niveau. Si le résultat est différent selon les entrées de haut niveau, ça veut dire qu'il y a bien une dépendance. Et dans ce cas-là, on décide qu'il y a un flot d'informations dangereux et on bloque la diffusion des résultats. C'est une idée qui a été explorée plus récemment. Elle ne date pas des années 70, mais des années 90. Elle est toujours le sujet d'un certain nombre d'articles de recherche. Tout récemment, il y a un article très intéressant sur l'application de ces techniques dans les browsers, par exemple. Il y a quand même un certain nombre de difficultés majeures. Par exemple, comment choisir les entrées de haut niveau à tester, comment minimiser le travail, comment peut-on partager le travail à travers les différentes copies de l'exécution de la fonction avec des entrées différentes. Et enfin, parfois, il arrive qu'une fonction peut avoir plusieurs résultats différents pour des entrées données, des fonctions qui font des choix non déterministes, par exemple du code avec des threads de concurrence. Et dans ces cas-là, il faut bien sûr généraliser ou adapter cette technique pour en tenir compte. Pour finir, je parlerai donc des contrôles statiques, des flux d'informations. Et là, ça va devenir un tout petit peu plus technique peut-être, ou encore plus technique. Encore une fois, c'est une idée assez ancienne, qui date au moins du travail de Denning dans les années 70, mais qui s'applique bien à des problèmes d'actualité. Des articles récents, par exemple, l'utilisent pour analyser l'extension JavaScript, encore une fois, dans des browsers. Et depuis quelques années, ce sont des techniques qui s'appuient largement sur des principes venus des langages de programmation, notamment sur des systèmes de typage. Donc ici, je vais vous montrer un tout petit système de typage pour contrôler les flux d'informations statiquement. Je vous dirai tout de suite, c'est un système très simple et très restrictif, mais qui a le mérite d'être explicable en 10 minutes ou moins. J'aurai un système tout à fait standard, sauf qu'il y a un nouveau opérateur de type que j'appellerai high. Tout le reste sera implicite. Implicitement, quand je me sers du type int pour les entiers, ce sont des int de niveau bas, donc des int de basse sécurité dans le sens du secret, donc des int publics par exemple si on s'intéresse au secret, ou au contraire si on s'intéresse à l'intégrité, des données de très bonne intégrité. Je parlerai plutôt du secret pour ne pas mélanger les métaphores. High int, lui, représente les entiers de niveau haut, donc par exemple les entiers secrets. Et bien sûr, on a une condition de non-interférence qui sera un théorème dans ce système qui dit que des sorties de type int ne peuvent pas dépendre d'entrées de type high int. Donc des sorties publiques ne vont pas dépendre d'entrées secrètes. Le système de typage sera formulé en termes de règles de typage. Ces règles vont gérer des assertions qui sont des triples de la forme suivante, gamma, tourniquet, E de point S. Gamma, c'est une liste de hypothèses. Typiquement, ce sera une liste de noms de variables du programme avec leur type. E sera un petit programme qu'on peut aussi appeler un terme ou une expression, et S sera le type, y compris toutes les annotations de sécurité, dans notre cas, juste la notation high. On peut par exemple écrire l'assertion que si X a le type entier, alors X plus 0 a aussi le type entier.
on peut donner des règles comme les axiomes suivants, que si on suppose que x a le type S, et en plus on suppose gamma et gamma prime, dont je n'ai pas besoin en fait, alors on peut conclure que x a le type S. Ou que si on suppose gamma, pour n'importe quel gamma, alors on peut conclure que 0 a le type entier. Ou encore des règles comme si E1 a le type entier et E2 a aussi le type entier dans le même environnement de typage gamma, alors E1 plus E2 a le type entier. On peut étendre ces règles pour traiter des langages assez riches. Là, je ne vais pas entrer en détail sur cela, mais pour ceux parmi vous qui auraient suivi le cours de Jérémy l'année dernière, voici les règles pour le lambda calcul simplement typé, par exemple. Quant à la sécurité, il y a juste deux règles qui sont très simples. La première dit que la notation high peut toujours être ajoutée. Si nous avons un programme de type S, on peut construire un nouveau programme état de E qui a le type high S. Par exemple, si nous avons que 0 est un entier, ce qui est vrai, alors état de 0 est un entier de type high int, donc un entier secret. Ce qui veut dire tout simplement que quand nous avons une donnée publique, nous pouvons arbitrairement décider de la garder secrète. Rien de plus. En outre, des expressions de haut niveau peuvent être utilisées pour calculer d'autres expressions de haut niveau, avec la règle suivante. Supposons que E est une expression de haut niveau, de type high S, et qu'en supposant que X a le type S, sans le high, donc on redescend vers un S, on peut trouver un E' de type high T, alors bind X égale E in I', excuse-moi le mélange de français et d'anglais, c'est atroce, est de type high T. Donc j'utilise du high pour rester dans le high. Ainsi, si E a le type high int, donc c'est par exemple un entier secret, je peux en calculer le successeur, E plus 1 essentiellement, de cette façon un peu compliquée. D'abord, j'extrais l'entier qui est à l'intérieur de E, qui lui n'est pas de type high int, mais de type int. Je calcule le successeur et je reviens au type des entiers secrets avec un état. Et tout ça me donne un high int. Voilà. Mais il n'y a aucun moyen dans le langage de prendre une expression de haut niveau et d'en tirer une expression non triviale de bas niveau. Il n'y a aucun moyen de prendre des secrets, par exemple, et d'en tirer des valeurs publiques qui dépendent vraiment des secrets. Ce qui mène au théorème suivant, si on prête dans l'interférence, qui dit que si f est une fonction qui prend un argument de type high int et rend un résultat de type int, cette flèche c'est le symbole de fonction bien sûr, et que E1 et E2 sont des arguments de type high int tous les deux, alors on obtient le même résultat quand on applique f à E1 et à E2. Même résultat, ça veut dire que ça s'évalue vers le même entier. Voilà. On peut aussi aller plus loin en généralisant ce système. Une toute première généralisation est de considérer non seulement un niveau high, mais des niveaux high pour chaque usager. Par exemple, on pourrait avoir high Alice pour les secrets de Alice. Et alors, on a un ordre partiel un tout petit peu plus intéressant. Et on aura exactement les mêmes règles. On peut toujours ajouter la notation high là où on le veut, et on peut utiliser les données d'un type high A pour calculer d'autres données du même type high A, sont toujours mélangées les données qui appartiennent à des usagers différents, ce qui est garanti strictement par le système de typage. Je finis sur une remarque qui
pour faire un lien avec les contrôles d'accès, un lien un peu inattendu. Comme certains parmi vous le savent, il y a des passerelles entre les systèmes de typage et les logiques, notamment grâce à l'isomorphisme dit de Curry-Howard. On peut voir un système de typage comme une logique, en voyant les types comme des propositions logiques et les règles de typage comme des règles pour raisonner dans une logique. Avec ce point de vue-là, si on prend ce système de typage pour les flux d'information et on réécrit juste en changeant la notation, rien de très radical, high AT, on le réécrit comme ACE-ST, on en tire une logique pour faire des contrôles d'accès qui est tout à fait similaire, en fait identique à des logiques que je vous ai présentées la semaine dernière. Et par ce biais, nous avons une connexion un peu inattendue entre les contrôles d'accès et les flux d'information. Une autre connexion, bien sûr, plus importante est que, comme je l'ai dit en commençant, les contrôles des flux d'information peuvent s'appuyer sur des contrôles des accès. Donc, j'évoquerai très rapidement quelques directions de recherche pour finir. Bien sûr, on peut prouver d'autres théorèmes, on peut aussi généraliser en traitant plusieurs niveaux, etc. Une généralisation particulièrement intéressante et délicate est celle qui inclut une construction de déclassification, parce qu'alors, il est important de mélanger le secret et l'intégrité. La décision de déclassifier, même si on s'intéresse surtout au secret, est une décision très importante qu'on veut faire avec haute intégrité. Donc il faut une notion d'intégrité pour justifier le secret. On peut aussi s'intéresser, bien sûr, à comment utiliser tout ceci dans des langages et des systèmes, et je pense que ce sera le sujet principal de l'intervention d'Andrew Myers dans quelques minutes. Enfin, on peut essayer de faire des liens entre les contrôles de flux d'information et les contrôles d'accès, comme je viens de commencer à le faire. Voilà, pour finir, je veux juste vous signaler encore quelques lectures. Le livre d'Anderson, que j'ai déjà cité une ou deux fois, est très bien pour lire sur les systèmes à plusieurs niveaux, qu'ils soient pour des contrôles de flux d'information ou pour des contrôles d'accès. Si ceci vous intéresse vraiment, vous pouvez remonter plus loin, par exemple vers le livre de Denning ou celui de Gasser, qui sont sans doute un peu plus difficiles à trouver, qui datent des années 80 et qui ont une vue historique peut-être un peu plus détaillée. Mais le bouquin d'Anderson est très bien pour tout cela de toute façon. Un article de Myers et de Sabelfeld décrit l'état de l'art dans le contrôle des flux d'information dans des langages vers l'année 2003. Malheureusement, je ne connais pas d'article correspondant qui fait une mise à jour pour l'année 2011. Mais pour des articles plus récents, je vous conseille de regarder par exemple l'article sur Android, Taintroid qui était à OSDA l'année dernière, ou sinon des articles sur HiSty ou sur la privacité différentielle. Eh bien voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle tout d'abord que la semaine prochaine, nous avons comme intervenant au séminaire Butler-Lamson, que j'ai déjà eu l'occasion de citer plusieurs fois, notamment à cause des canaux cachés. Et bien sûr, maintenant, tout de suite, nous avons Andrew Myers qui va parler des contrôles de flux d'information. C'est l'occasion pour vous qui êtes au fond de vous asseoir si vous le souhaitez, et à ceux qui veulent passer au fond de prendre leur place. Merci.